Un récif, des pollinisateurs, des sols vivants, un courant marin qui conditionne la pêche, vous gérez une entreprise dans l'océan Indien. Vous dépendez de tout ça et parfois même sans le savoir vraiment. Aujourd'hui, on accueille Cléa Deliron, cofondatrice de l'entreprise réunionnaise Arrangé Blard, entreprise artisanale de production de rhum arrangé. Je suis Fanny Haff, chargée de mission biodiversité à Cap Business Océan Indien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce module vidéo pédagogique Biodiversité et double matérialité. Si vous regardez ce module, c'est certainement parce que quelqu'un, donc un partenaire, un client, un salarié, vous a dit que la biodiversité, c'était important et ça allait vous concerner. Vous vous demandez si c'est vraiment important et si c'est vraiment votre affaire. La réponse courte, c'est votre affaire. Et dans ce module, on va vous présenter pourquoi. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit quand on m'a proposé ce module. Je produis du rhum arrangé à La Réunion, donc je travaille avec les fruits, la vanille, le miel. Et je me suis toujours dit que j'étais proche de la nature. En revanche, je ne l'ai jamais vu comme un enjeu stratégique pour mon entreprise. C'est justement ce qu'on va voir ensemble, parce que tu fais transformer des ressources naturelles locales en produits. C'est un modèle économique qui repose entièrement sur la nature, même si tu n'as jamais utilisé le mot biodiversité. Dans une entreprise, par exemple, on parle de chiffre d'affaires, de fournisseurs, de clients, de coûts, de risques. On parle parfois de climat ou de carbone, mais on parle encore rarement de biodiversité. Pourtant, derrière chaque activité économique, il y a des sols, de l'eau, des espèces, des cycles vivants. Et quand ces systèmes se dégradent, ce ne sont pas seulement les milieux naturels qui sont fragilisés, ce sont aussi les entreprises. Ok, alors je veux bien qu'on commence par le commencement. Biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et surtout pour quelqu'un qui dirige une entreprise. La biodiversité, ça ne veut pas dire sauver des pandas. Ça veut dire l'ensemble du vivant, donc toutes les espèces, tous les écosystèmes et la diversité génétique au sein de chaque espèce. Mais pour une entreprise, la question qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que ce vivant m'apporte et qu'est-ce que mon activité lui fait. Un sol vivant, c'est pas juste de la terre. C'est un système composé de bactéries, de champignons, d'insectes, de racines, de matières organiques. Un récif corallien, c'est pas juste un beau paysage sous-marin. C'est un habitat, une nurserie pour les poissons, une protection naturelle contre la houle, un support pour le tourisme et la pêche. Donc c'est pas juste un sujet environnemental comme on a l'habitude de l'entendre. Exactement. La biodiversité produit ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ce sont les fonctions que la nature remplit gratuitement et dont on dépend pour faire tourner notre économie. Il y a les services d'approvisionnement. L'eau, les aliments, le bois, les ressources génétiques. Les services de régulation, la pollinisation, la régulation du climat, la protection contre les inondations, la filtration de l'eau. Les services culturels, les paysages, l'écotourisme, l'attachement au lieu, le spiritualisme. Et finalement, les services de soutien, souvent invisibles mais essentiels. La formation des sols, le cycle des nutriments, le cycle de l'eau. On a longtemps traité ces services comme infinis car ils sont gratuits. On commence à comprendre qu'ils sont ni l'un ni l'autre. Et quand ils disparaissent, parce qu'un récif meurt et parce qu'une pollinisation s'effondre, c'est une partie du système économique qui vacille. Si je prends Arrangé Blard, nous on va dépendre des fruits, de miel, de vanille, mais aussi d'une image de territoire, d'un imaginaire en fait lié à La Réunion. Donc on dépend à la fois de ressources matérielles, et de quelque chose de plus culturel, de plus territorial finalement. Et c'est là que le sujet devient très concret. Pour produire ton rhum arrangé, tu as besoin de tous ces éléments, mais aussi de canne et d'eau. Derrière les fruits, il y a des sols, des pollinisateurs, des pratiques agricoles, un climat. Derrière le miel, il y a des abeilles, des fleurs, des habitats, des périodes de floraison. Derrière l'image de marque, il y a un territoire et des paysages. Une entreprise ne dépend pas seulement de machines, de capitaux et de clients. Elle dépend d'un ensemble de conditions écologiques qui rendent son activité possible. Ce qui est frappant, c'est que dans une petite entreprise comme la nôtre, on pense souvent à la qualité du produit, au prix des matières premières, à la distribution, mais on ne remonte pas jusqu'aux conditions écologiques qui rendent possible tout ça finalement. On a longtemps traité ces services indispensables à nos économies comme infinis, parce qu'ils sont gratuits. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont ni infinis
ni garantie. Et surtout, qu'ils se dégradent. Et du coup, ils se dégradent à cause de quoi? Il y a 5 grandes causes que l'on appelle des facteurs d'érosion de la biodiversité. Ce sont les grandes pressions qui dégradent les écosystèmes partout dans le monde. Le premier, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Ça, c'est quand on artificialise ou urbanise, qu'on détruit les habitats naturels, qu'on transforme des forêts ou des zones humides pour construire, par exemple, pour développer des infrastructures ou pour l'agriculture intensive. Le deuxième, c'est la surexploitation des ressources. Ça, c'est quand on prélève plus que ce que la nature peut régénérer. C'est le cas de certaines pêches, de prélèvements excessifs d'eau ou encore de l'exploitation intensive de certaines ressources agricoles ou forestières. Le troisième, c'est les pollutions chimiques, plastiques, agricoles, les pesticides, les rejets dans l'eau, mais aussi des formes moins visibles comme la pollution lumineuse ou sonore qui perturbent aussi les espèces et les écosystèmes. Le quatrième, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Ce sont des espèces introduites par l'activité humaine qui déséquilibrent les milieux naturels. Par exemple, certaines plantes invasives étouffent les forêts indigènes et certains prédateurs introduits menacent directement la faune locale comme le rat, par exemple. Et enfin, le changement climatique qui modifie les températures, les régimes de pluie, la fréquence des événements extrêmes et fragilise encore davantage les écosystèmes déjà sous pression malheureusement. Dans l'océan Indien, on le voit très concrètement avec le blanchissement des coraux, les cyclones plus intenses, les sécheresses plus fréquentes ou certaines cultures qui deviennent plus difficiles à maintenir. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces facteurs de pression ne sont pas extérieurs à l'entreprise. Au contraire, elles y participent. Et ils sont souvent liés à nos modes de production, nos chaînes d'approvisionnement et nos choix économiques. Donc, si je comprends bien, à La Réunion, dans l'océan Indien, on est particulièrement exposé à ça. Et c'est là où notre situation est particulière. L'océan Indien, la zone où opèrent les 6 territoires de Varuna, donc la Réunion, Mayotte, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles, c'est l'un des 36 hotspots mondiaux de biodiversité. Hotspot, c'est point chaud. Ça veut dire qu'on a une concentration d'espèces endémiques qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre, absolument exceptionnelle, et malheureusement, ces écosystèmes sont aussi parmi les plus menacés au monde. Les récifs coralliens de la zone protègent les côtes, soutiennent la pêche, alimentent le tourisme. Les forêts tropicales, quant à elles, régulent les cycles de l'eau. Les sols sont vivants parce qu'ils abritent une microfaune extraordinaire. Nos territoires sont aussi exposés à des pressions très fortes. Le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes, la pression foncière, la dégradation des récifs, la transformation des usages agricoles. Et les économies insulaires dépendent très fortement du vivant. Le tourisme, l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire, l'eau, les paysages. C'est tout notre capital naturel qui est en danger finalement. Capital naturel, c'est une façon de mettre une valeur économique sur la nature? C'est une façon de reconnaître que la nature est un actif, au même titre qu'une machine ou un bâtiment. Sauf que, de nos jours, on ne la met pas encore au bilan. Et quand il s'abîme, on ne le répare pas. On l'exploite jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et au niveau réglementaire, il se passe quelque chose aussi, non? Oui, et c'est là où ça devient urgent pour les entreprises. En Europe, par exemple, il y a la CSRD. C'est la directive européenne sur le reporting de durabilité. Ça oblige les grandes entreprises à rendre compte de leurs impacts et dépendances sur la biodiversité. Et ça descend en cascade vers les PME via leur chaîne de valeur, par exemple. Vous n'avez pas forcément à vous soumettre directement à la CSRD, mais vos clients, eux, peut-être bien que oui. Et ils vont vous demander des informations. Le TNFD, c'est le cadre international de reporting sur la nature, est en train de devenir la référence mondiale pour les entreprises qui veulent ou doivent évaluer leurs risques liés à la nature. Et au niveau politique, l'accord de Kunming-Montréal engage les États à protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030, ce qui va forcément se traduire en régulation sectorielle. Même si une entreprise n'est pas directement soumise à ces obligations, elle y est progressivement liée. Un fournisseur peut être sollicité par un grand donneur d'ordre, une banque peut demander plus d'informations, un client peut vouloir comprendre l'origine des matières premières, par exemple. Et donc, même une petite entreprise comme la nôtre, on ne peut pas rester à l'écart de ça. Non, malheureusement. La biodiversité n'est plus seulement un sujet de conformité ou d'image, c'est un sujet de stratégie, parce qu'elle touche aux ressources, aux coûts, aux risques, au marché,
au financement et à la capacité de l'entreprise à durer. La bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour commencer. Il suffit de comprendre ce qui touche vraiment votre modèle. C'est exactement ce qu'on va faire dans la suite de ce module. On a souvent tendance à voir l'entreprise d'un côté et la biodiversité de l'autre. En réalité, les deux sont complètement liés. La double matérialité, c'est une idée simple avec des conséquences importantes. Elle repose sur 2 questions que toute entreprise devrait se poser. Première question, de quel service écosystémique mon activité dépend pour fonctionner ? Mon activité consomme des ressources et de l'énergie, occupe un espace, transforme de la matière. Elle a besoin des services écosystémiques. De l'eau, des sols fertiles, des pollinisateurs, des matières premières, d'un climat stable. Tout ça nous est fourni par la biodiversité. Et si ces éléments se dégradent, votre activité est directement impactée. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Deuxième question à se poser, quels sont les impacts de mon activité sur la biodiversité ? Mon activité prélève des ressources et de l'énergie, occupe un espace, transforme de la matière. Elle participe aux facteurs d'érosion de la biodiversité qui lui nuisent. C'est ce qu'on appelle des impacts, les effets de l'activité de l'entreprise sur la biodiversité. Et c'est là que les deux se rejoignent. Les entreprises dépendent de la biodiversité et en même temps, elles contribuent à la dégrader. Toutes ces interactions génèrent des risques, mais aussi des opportunités. Si les écosystèmes se dégradent, vos ressources deviennent plus rares, vos coûts augmentent, vos filières deviennent instables. Mais à l'inverse, mieux comprendre ces liens peut renforcer votre modèle, sécuriser vos approvisionnements et même créer de la valeur. La double matérialité, c'est ça. Comprendre de quoi vous dépendez et comprendre ce que vous impactez. Parce que les deux, ensemble, déterminent directement la solidité de votre entreprise. Bon, on vient de voir la théorie, maintenant il faut l'appliquer. Cléa, est-ce que tu veux bien qu'on utilise le cas de Harange et Blard comme exemple concret ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Après, je te préviens, je pense que je vais découvrir des choses en même temps que les gens qui regardent la vidéo. Du coup, sur Harange et Blard, si je comprends bien, nos impacts pourraient être liés au choix des fournisseurs, aux emballages, au transport, aux déchets, à l'énergie ou aux pratiques agricoles liées à nos matières premières. Et nos dépendances, ce serait la qualité des fruits, le bon fonctionnement des sols, les pollinisateurs, l'eau, la stabilité des filières agricoles, c'est ça, oui. Exactement. Donc voyons cette dimension, les impacts. Ton activité utilise quoi comme ressources naturelles, de l'amont à l'aval ? Alors, du rhum de canne à sucre, de la filière canne à La Réunion, des fruits tropicaux, locaux, par exemple, comme la mangue, les litchis, les tamarins, selon les saisons, du miel réunionnais également, de la vanille bio de La Réunion et beaucoup d'eau pour la production. Et puis, j'allais oublier, il y a aussi les verres, le packaging, donc le verre des bouteilles, donc du sable, si je comprends bien, de l'énergie pour la fabrication. On va avoir également les cartons et les emballages. Et avec tout ça, malheureusement, à La Réunion, on n'a pas de production de packaging, donc on a le transport des matières premières et des produits finis, voilà, donc du carburant. Et l'électricité pour l'atelier, les ordinateurs, le matériel et toute l'infrastructure derrière l'activité. Super. Maintenant, quand tu achètes ces ressources, est-ce que tu sais comment et où est-ce qu'elles sont produites ? Est-ce que les pratiques agricoles qui les génèrent préservent ou dégradent les sols, les pollinisateurs et la qualité de l'eau, par exemple ? Alors honnêtement, pour les matières premières agricoles, on travaille avec des producteurs bio qu'on a sourcés. On a fait un travail de sourcing quand même, mais je n'ai pas de vision globale. Je ne sais pas vraiment ce que mon approvisionnement fait à l'écosystème local, honnêtement, et encore moins pour tout le reste. L'énergie, par exemple, on est simplement branché au réseau, donc je ne sais pas réellement d'où elle provient, ni les impacts qu'elle a.
Et pareil pour le verre de la bouteille, les cartons, certains emballages, le transport. Je réalise là, aujourd'hui, finalement, qu'il y a énormément de choses qu'on utilise sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est normal, c'est une des premières choses qu'on met au jour dans un diagnostic. Maintenant, la deuxième dimension, c'est les dépendants. Si demain, les pollinisateurs s'effondrent dans la zone, ce qui n'est malheureusement pas un scénario fantaisiste, qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh bien, le miel disparaît. Certains fruits deviennent rares ou beaucoup plus chers. La vanille, elle est déjà extrêmement sensible car elle se pollinise à la main parce qu'il n'y a pas de pollinisateur naturel. Et dès que ça arrive ici, la matière première de base, elle devient indisponible ou inabordable. Et donc, c'est vrai que c'est un risque réel d'approvisionnement, c'est un risque business finalement. Exactement. Et ce n'est pas que théorique, malheureusement. L'effondrement des pollinisateurs est documenté à l'échelle mondiale. La dégradation des sols aussi est documentée, tout comme le blanchissement des coraux ou la dégradation des zones humides dans l'océan Indien. Ce ne sont pas des scénarios catastrophistes, c'est l'état actuel. Mais du coup, si on n'agit pas, qu'est-ce que ça va nous coûter? Les études économiques convergent. Tu as par exemple le Forum économique mondial qui estime que plus de la moitié du PIB mondial dépend modérément ou fortement à la nature. Dans nos îles, les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et du tourisme aussi sont directement exposés à la dégradation des écosystèmes. Concrètement, une entreprise qui ne cartographie pas ses dépendances naturelles ne voit pas venir ses risques d'approvisionnement. Elle ne peut pas répondre aux exigences croissantes de ses clients sur les chaînes d'approvisionnement durables, par exemple. Elle passe à côté d'appels d'offres ou de financements verts et elle contribue à dégrader les ressources dont elle a besoin pour survivre. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois un risque opérationnel, un risque commercial et un risque réputationnel. Et aussi un risque financier à terme. Avec les réglementations émergentes, les entreprises qui ne peuvent pas démontrer le rapport à la biodiversité vont finir par avoir des difficultés d'accès au crédit, à l'assurance, au marché public. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe déjà dans certains pays pour le carbone. Et la biodiversité suit le même chemin, malheureusement. Vous n'êtes pas seulement responsable, vous êtes aussi exposé. Et du coup, pour transformer ces risques en opportunités, par quoi je peux commencer? Par un diagnostic biodiversité. Diagnostic biodiversité. Juste d'entendre ce mot, j'ai l'impression qu'on va faire appel à une équipe de scientifiques et 6 mois de travail. Je comprends l'impression, mais diagnostiquer, c'est pas tout mesurer, t'inquiète pas. C'est identifier ce qui compte vraiment pour votre modèle. C'est surtout un exercice de lucidité, donc cartographier ce que vous utilisez et ce dont vous avez besoin, et les points de contact entre votre activité et les écosystèmes. Ça peut commencer avec une demi-journée de travail et une bonne méthode. Et cette méthode, elle existe. Elle s'appelle LEAP, L-E-A-P. C'est le cadre développé par le TNFD qu'on l'expliquait précédemment. C'est devenu la référence internationale. LEAP, c'est 4 étapes. Locate, Evaluate, Assess, Prepare. L'outil équivalent en français, c'est la méthode DIRA. D-I-R-A. D pour dépendance, I pour impact, R pour risque et opportunité et A pour action. La logique LEAP permet de structurer progressivement un diagnostic biodiversité. La première étape, c'est de comprendre sa chaîne de valeur. Autrement dit, quelles sont les grandes étapes de votre activité, de vos fournisseurs jusqu'au produit final ou au client. Ensuite, on identifie ses dépendances. De quels services écosystémiques votre activité a-t-elle besoin pour fonctionner? De l'eau, des sols, des pollinisateurs, d'un climat stable, de certaines ressources naturelles, et cela pour chaque étape de la chaîne de valeur. Puis, on regarde les impacts. Qu'est-ce que l'activité exerce comme pression sur la biodiversité? Consommation de ressources, artificialisation, pollution, déchets, émissions, pressions indirectes liées aux fournisseurs, etc. Et c'est à partir de là qu'on peut analyser les risques et les opportunités. Que se passe-t-il si ces services se dégradent? Quels risques pour mon activité? Mais aussi, quelles opportunités pour rendre le modèle plus résilient, plus robuste ou plus différenciant? Et enfin, on définit les premiers leviers d'action grâce aux réponses à ces questions. Ça ne sera pas un plan parfait dès le départ, mais des premières étapes concrètes,
des engagements, des indicateurs, des changements de pratiques, des discussions avec les fournisseurs ou des actions prioritaires à lancer. On va parcourir ces étapes ensemble avec l'exemple d'Arangélia. Alors, on commence par la chaîne de valeur. Première question pour toi Cléa, est-ce que tu as une idée précise de ta chaîne de valeur? Pas juste ton atelier de production, toute ta chaîne de valeur, du champ jusqu'au client. Oui. En amont, on va avoir les champs de canne à sucre, les vergers où j'achète mes fruits, les ruches et les zones de culture de vanille. Et dans mon atelier, j'utilise de l'eau. Je génère des déchets organiques. En aval, l'emballage, le transport. Bah voilà, tu viens de cartographier les interfaces opérationnelles de ton entreprise avec les écosystèmes. C'est la première étape. C'est facile, non? Quand on le fait comme ça, oui, mais je l'avais jamais fait explicitement. Pas d'inquiétude, la plupart des entreprises ne m'ont jamais fait non plus. C'est ça le premier acte du diagnostic. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, pour chacune des interfaces qu'on vient de lister, on se demande de quel service écosystémique est-ce que ça dépend. Est-ce que ce service, il est dégradé ou menacé dans la zone? Et donc, est-ce que ça pourrait être un risque pour ton modèle économique? Pour la canne, ça dépend de la qualité des sols, de la disponibilité en eau, d'organismes du sol, du climat. Et pour le miel et les fruits, on y ajoute les pollinisateurs. Et je réalise que ces éléments sont déjà sous pression dans la zone. Bah voilà, le diagnostic commence enfin à montrer quelque chose de réel. On voit déjà que ton activité dépend de services écosystémiques fragiles. Maintenant, on poursuit avec les impacts. Quand on regarde Arangé-Blard, les impacts ne viennent pas seulement de l'usine ou de l'atelier. Ils existent à plusieurs niveaux dans la chaîne de valeur. Par exemple, la culture des matières premières, elle peut avoir des impacts sur les sols, l'eau ou les pollinisateurs selon les pratiques agricoles utilisées. Les verres de bouteille dont tu parlais tout à l'heure demandent de l'extraction du sable, beaucoup d'énergie et du transport. Les emballages carton, quant à eux, ont aussi un impact lié aux ressources utilisées et à leur fabrication. Le transport des matières premières et des produits finis génère des émissions et consomme du carburant. Et même l'électricité utilisée dans l'atelier dépend d'un système énergétique qui a lui aussi des impacts environnementaux. C'est ce qui est important à comprendre, c'est qu'un impact biodiversité, ce n'est pas toujours visible directement. Il peut être indirect, diffus, situé ailleurs dans ta chaîne de valeur. Mais il existe quand même. Oui, et en fait, je réalise que mes impacts ne se limitent pas du tout à ce que je fais dans mon atelier. Mes impacts, ils commencent bien avant moi, dans la manière dont les fruits sont cultivés, dans les emballages que j'achète, dans le transport, dans l'énergie que j'utilise également, et dans les matières premières nécessaires pour produire mes bouteilles ou mes cartons, comme tu l'as dit. Et honnêtement, avant cet exercice, je ne regardais pas du tout mon activité comme ça. Alors, maintenant qu'on a une image claire de la situation, on va pouvoir évaluer vos risques et vos opportunités. Un risque, qu'est-ce que c'est? C'est un événement plausible qui affecte votre capacité à opérer, votre réputation ou votre accès à des marchés. Une opportunité, quant à elle, c'est l'inverse. C'est une démarche qui vous différencie, qui vous ouvre des marchés, qui vous sécurise l'approvisionnement et le financement. Ok, donc risque numéro 1, une diminution des pollinisateurs peut entraîner la rareté de certains fruits ou du miel, qui entraînerait du coup une hausse du coût ou une indisponibilité de mes fruits et de plusieurs de mes matières premières. Le risque numéro 2, je dirais la dégradation des sols et du climat. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si les sécheresses augmentent et si les sols se dégradent, certaines cultures deviennent plus difficiles. Donc ça va jouer sur la qualité et la disponibilité du fruit et également le prix. Et en risque numéro 3, ça peut être par exemple le durcissement des normes et des réglementations sur l'origine des produits, et donc les pratiques agricoles ou les impacts environnementaux. Si ça devient une exigence demain, ça peut vite devenir compliqué et coûteux de devoir tout reconstruire dans l'urgence. Ok, c'est pas mal. Mais il faut pas oublier les opportunités maintenant. Alors, si je peux démontrer que j'achète des ingrédients à des producteurs qui respectent les écosystèmes, c'est-à-dire, comme on a dit, pollinisateurs protégés, zéro pesticides, circuit court, ça devient un argument différenciant fort auprès des acheteurs premium, des cavistes engagés, des distributeurs qui cherchent des marques à valeur et potentiellement aussi un accès à des financements verts. Bah bravo! C'est exactement comme ça qu'on transforme un risque en opportunité. C'est là qu'on passe de l'analyse à l'action. Concrètement, pour Arangé-Blard, quelles seraient selon toi les premières démarches à réaliser?
Alors peut-être que je peux d'abord aller voir mes fournisseurs et leur poser des questions précises sur leur pratique. Pas pour les juger, mais pour comprendre. Voilà. Peut-être construire avec eux un cahier des charges plus protecteur des écosystèmes, avec des pratiques plus durables. Ensuite, regarder ce que je génère comme déchets organiques, est-ce que je peux les valoriser? Et enfin, commencer à documenter tout simplement ma démarche pour pouvoir en parler avec mes clients. Donc là, en une demi-journée de travail avec la méthode Lipoudira, tu viens de passer d'une situation de non-savoir à une première cartographie de tes enjeux, de tes risques prioritaires et de tes premiers leviers d'action. C'est ça un premier diagnostic de diversité. Le vivant, il est déjà dans votre modèle économique. La question c'est, est-ce que vous le voyez vraiment? Et pour commencer, concrètement, on a quoi comme outil? Les outils que je vais vous présenter maintenant, c'est ce que Cap Business Océan Indien propose, voire même a conçu, spécifiquement pour les entreprises de l'océan Indien, à travers le projet Business for Biodiversity, qu'on appelle aussi B4B, qui fait partie du programme régional Varuna. L'idée, c'est que vous n'ayez pas à réinventer la roue. Les méthodes ont déjà été testées, les exemples sont locaux, les coachs relais formés pour vous aider à les animer sont déjà sur votre île. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous décider à commencer tout simplement. L'objectif n'est pas que vous repartiez seulement avec des idées. Vous repartez avec des supports concrets, utilisables dès maintenant. La fresque de la biodiversité, c'est un atelier collaboratif de 3 heures. Le principe, des cartes qui représentent des espèces, des écosystèmes, des activités humaines et des pressions. Les participants les positionnent ensemble, tracent des liens de cause à effet et construisent collectivement une compréhension systémique de la biodiversité. La fresque de la biodiversité a été créée par un consortium composé de Charles Sirot, Geoffrey-Édouard Vuillier, Géraldine Vuillier et Deloitte. C'est un outil de prise de conscience et d'intelligence collective particulièrement adapté pour sensibiliser une équipe ou un comité de direction. Après une fresque, les participants ne regardent plus leur activité de la même façon. Et d'ailleurs, un réseau de coachs relais biodiversité, formés pour la facilitation de cet atelier, est disponible dans toute la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Les jeux écosystèmes locaux, aussi appelés apéro-écosystèmes locaux, car ils précèdent et permettent une mise en bouche avant le jeu complet de la fresque, imaginé conjointement par Cap Business Océan Indien et l'association Bioma, est un outil développé spécifiquement pour nos contextes insulaires océaniques. Contrairement à des outils génériques, les cartes représentent les espèces, les écosystèmes et les filières économiques de nos 6 territoires. Vous y reconnaissez ce que vous voyez au quotidien sur votre île. Zones humides, parcelles cultivées, plages et lagons, sols, forêts. Ces jeux permettent d'ancrer le diagnostic dans le concret local insulaire. Pas de paysages européens continentaux. C'est votre biodiversité, vos filières, vos risques. Une entreprise comprend mieux un risque quand il est relié à son territoire. Un hôtel comprendra très vite l'importance d'un récif en bon état. Une entreprise agricole comprendra l'importance du sol, de l'eau et des pollinisateurs. Les cartes du jeu DIRA permettent de structurer vous-même votre démarche LIP sans avoir besoin d'un consultant externe. On positionne les cartes étape par étape en commençant par identifier sa chaîne de valeur. À chaque maillon, on identifie les ressources et dépendances ainsi que les vulnérabilités et les impacts. En les parcourant, vous identifiez progressivement vos dépendances et vos impacts les plus significatifs. Les cartes ne remplacent pas une analyse approfondie quand elle est nécessaire, mais elles permettent de poser les bonnes questions. Et souvent, poser les bonnes questions, c'est déjà un énorme pas. Une fois les dépendances et les impacts identifiés à l'aide des cartes du jeu DIRA présentées précédemment, on passe cette fois au tableau DIRA. L'idée ici, c'est d'affiner et formaliser ces dépendances et impacts dans les 2 premières cases du tableau, dans le but d'identifier les risques et opportunités qui en découlent directement dans la 3e case. Et pour finir, proposer les premières actions que l'on souhaiterait mettre en place pour limiter ces risques et s'emparer de ces opportunités, sur les plans opérationnels, commercial, financier, réglementaire ou réputationnel.
Le Digipad, c'est la plateforme en ligne qui centralise toutes les ressources de la formation de coach relais biodiversité. Fiches outils, cas d'entreprise, guide méthodologique, jeux de cartes, support de présentation, vidéo. Tout est accessible gratuitement, en français, conçu pour des non-experts et des professionnels de l'accompagnement du secteur privé. Vous pouvez commencer par regarder ce qui concerne votre secteur, vous imprégner d'un exemple de cas d'étude d'entreprise qui vous ressemble et revoir la méthodologie TIRA et les techniques d'animation du jeu, mais aussi de la fresque et de ses apéros écosystèmes. Vous pouvez ensuite organiser un premier temps de sensibilisation aux enjeux de biodiversité avec vos équipes, avec par exemple l'animation d'un ou plusieurs apéros écosystèmes locaux cohérents avec la biodiversité de votre île, suivi du jeu complet de la fresque de la biodiversité. Ensuite, vous pouvez utiliser le jeu DIRA avec vos équipes pour identifier vos liens avec la biodiversité, prioriser quelques enjeux, identifier vos risques et opportunités et élaborer votre premier plan d'action à travers le tableau. L'important, ce n'est pas d'attendre d'avoir une démarche parfaite pour commencer, mais c'est de se lancer et d'embarquer son équipe avec soi. On a fait beaucoup de chemin ensemble jusqu'à présent. On a compris que la biodiversité n'est pas un concept éloigné de nos réalités. C'est ce qui permet littéralement à nos filières, nos approvisionnements, nos modèles économiques de fonctionner. On a vu ce que la double matérialité change concrètement dans la lecture d'un risque d'entreprise et on a commencé à appliquer la méthode DI à un cas réel. Alors pour moi, le déclic, ça a été de comprendre que mes dépendances naturelles, elles étaient déjà là. Je les avais juste pas nommées. Mais pas les nommer, c'était pas les gérer finalement. Et même quand on découvre le sujet, on peut commencer simplement en regardant sa chaîne de valeur, en identifiant ses dépendances, en regardant ses impacts, en priorisant ses risques et en choisissant une première action concrète. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir. On peut agir. Les entreprises qui s'y mettent maintenant ont un avantage réel. Elles sécurisent leurs approvisionnements, elles se différencient, elles accèdent à des financements, elles préparent leur conformité réglementaire. Le moment, c'est maintenant. Pas parce que c'est tendance, parce que les écosystèmes dont dépendent nos activités ne vont pas attendre que vous soyez prêts pour se dégrader. Chaque mois de lucidité gagné, c'est un mois d'avance sur les risques et les opportunités qui viennent. Alors je l'ai vu avec Arranger Blard, ce module m'a donné une grille de lecture que je n'avais pas. Maintenant j'ai envie de le refaire avec mes fournisseurs, avec mon équipe, parce que c'est mon modèle économique qui est en jeu et j'ai envie qu'il dure. Les outils Cap Business d'Océan Indien sont là pour vous aider à démarrer. Vous avez les clés en main, à vous de jouer.